Ah bonjour. J'ai l'impression que ça fait 300 ans que j'ai pas lu le texte, alors que vraiment, ça fait un jour. Olivier Hamon, antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant. Je vais zoomer un peu. Halte à la performance. En 1972, le rapport au Club de Rome, Les limites de la croissance, prédisait un événement de basculement socio-économique au cours de la première moitié du XXIe siècle. Qu'en est-il 50 ans plus tard? Pénurie plurielle de ressources, événements climatiques extrêmes, remous sociaux, tensions géopolitiques, force est de constater que cette trajectoire se concrétise aujourd'hui. La question n'est plus de savoir si ce basculement va avoir lieu, mais plutôt comment nous allons le vivre. Invité à Lyon par l'Institut Michel Serres en 2022, Denis Meadows, auteur principal du rapport, se garde à bien de faire des prescriptions. Il nous invita plutôt à faire un pas de côté, en disant que ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Notre principale habitude aujourd'hui, c'est le contrôle de l'optimisation et l'optimisation. Nos choix, nos décisions, nos convictions sont guidés par l'idée d'une performance nécessairement positive. Nos villes, nos campagnes, mais aussi notre travail, nos organisations, nos vacances, tout est aménagé pour augmenter l'efficacité, atteindre son objectif, et l'efficience est de moins en moins possible. Nous sommes devenus une civilisation de l'optimisation généralisée. Et nous continuons sur cette voie entre croissance dite verte, smart cities, sobriété énergétique ou encore management libéré, la sacro-sainte performance n'est pas remise en cause. Au contraire, elle apparaît comme le rouage essentiel de la transformation. Peut-on sérieusement régler les problèmes d'un monde en basculement sans questionner la performance? Nous sommes arrivés à un tel niveau de suroptimisation que tout incrément est désormais contre-productif. Autojustification. Commençons par la mesure quantitative du progrès. Les indicateurs. Selon la loi de Goodhart, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Dit autrement, toute performance soumise à une mesure tend à s'auto-justifier jusqu'à aller contre son objet. Pensez par exemple au sport de compétition, dopage, triche, paris financiers, blanchiment d'argent. La compétition l'emporte sur le sport. De même pour l'éducation, où l'objectif d'avoir les meilleures notes entraîne bachotage, triche ou passe droit. La performance leur porte sur l'apprentissage, la construction du campus de Paris-Saclay sur les meilleures terres arables de France, en partie pour permettre au pays d'apparaître dans la liste des 20 premières universités mondiales, par effet de masse, en est un exemple. Nous allons désormais former une élite française sur un territoire perdu, et tout cela pour augmenter un indice abstrait. L'injonction de performance confine à l'absurde dans l'expression objectif de croissance. Non seulement la croissance infinie sur une planète finie n'a aucun sens, mais elle remplace aussi tous les autres objectifs, plus complexes comme le bien-être, que nous pourrions mettre en avant. La croissance donne l'illusion de l'abondance, alors qu'elle crée la pénurie. Elle dessine une trajectoire de progrès, alors qu'elle menace la viabilité de l'humanité sur Terre. La performance, en s'auto-justifiant grâce à des indicateurs, écrase d'autres valeurs et nourrit une forme de pensée réductionniste toxique. Le réductionnisme. Puisque nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde en même temps, nous les réduisons pour pouvoir les gérer. Si le monde était une pelote de fil entremêlée, nous tirerions sur eux, l'un après l'autre, en espérant tous les dénouer à la fin. En réalité, plus on tire sur un fil et plus on fait des nœuds ailleurs. Par exemple, le raccourci permis par le canal de Suez, 12% du commerce maritime mondial, a rendu l'Europe dépendante de la Chine pour des produits vitaux. Optimiser fragilise le dogme de la performance nécessairement positive est un formidable soutien à la pensée réductionniste qui valorise l'appauvrissement des interactions contre la pensée systémique qui se construit au contraire sur l'abondance des interactions.
Plutôt que dénouer les liens, ne faudrait-il pas plutôt les stimuler? Comment l'écrit Stefano Boni dans Homo Confort, ne dit pas-on, ne dit-on pas pardon de façon réflexe quand on effleure quelqu'un, comme si les interactions devenaient difficiles, voire gênantes? C'est certainement un des plus grands paradoxes de notre monde toujours plus interconnecté. Nous multiplions les modes d'interaction, mais notre compas pour dessiner l'avenir n'a jamais été aussi canalisé et pauvre en liens. La performance nourrit le réductionnisme et s'en abreuve. Effet rebond. Pourtant, les gains d'efficience devaient permettre de faire des économies d'énergie et de ressources. Dès lors, ne tient-on pas là un cas de performance vertueuse? Comme souvent, la situation est plus complexe. Historiquement, les gains d'efficience induits par le passage du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, n'ont pas conduit à des baisses de consommation d'énergie. Bien au contraire, les gains d'efficience permettent des économies à court terme, mais l'attractivité qui en découle induit la prolifération des usages, crée de nouveaux besoins et au final conduit à une consommation globale plus importante de ressources. Par exemple, les réfrigérateurs qui étaient très énergivores dans les années 1960 sont progressivement devenus plus efficients. Leur coût à l'achat et à l'utilisation a donc diminué. Cela a ouvert la boîte de Pandore et ils se sont multipliés, sont devenus plus gros, se sont déclinés, la cave à vin, et sont aujourd'hui connectés. L'augmentation de l'efficience énergétique des frigos a conduit à une augmentation de la consommation globale de ressources. Ce paradoxe dit de Jevons est très bien documenté et depuis longtemps. Il se décline partout, de la lessive concentrée qui conduit à une augmentation de l'utilisation de principes actifs par lessive jusqu'aux aliments au format dit familial qui stimule plutôt la surconsommation. Pour terminer, un des effets rebonds les plus systémiques est certainement à venir. Avec le développement des intelligences artificielles de dialogue comme ChatGPT, nous pourrions bientôt douter de toute l'information reçue dans nos mails, sur Wikipédia ou sur nos moteurs de recherche. L'informatique était censée faciliter nos interactions. L'intelligence artificielle pourrait bien détruire la confiance en Internet et sérieusement compliquer nos communications. L'époque de la vérité alternative que nous connaissons aujourd'hui en est peut-être la bande-annonce. Destruction sociale. S'il est un secteur où la performance est justifiée, c'est dans les services d'urgence où l'efficacité des soignants est vitale pour les patients. Mais faut-il pour autant appliquer ce principe en permanence? Miser sur le gain de performance incite à favoriser les gains de productivité. Cela fragilise inévitablement les organisations et notoirement les hôpitaux. Quand elle est transitoire, la performance est bénéfique pour le patient. En continu, elle conduit à des soins négligés, du désengagement, du burn-out, dans une absurdité très kafkaïenne. Elle fragilise la survie financière et humaine de l'hôpital. Plus généralement, la dégradation des services publics est une conséquence de l'injonction de performance, notamment financière, comme le décrypte Sandra Lucbert dans Le ministre des Comptes publics, en voici la chaîne logique. La réduction des impôts génère l'approbation des électeurs, mais profite d'abord aux plus riches. Cela accroît le déficit du secteur public, l'injonction de réduction de la dépense publique suit. Le marché prend possession des services publics et les soumet à l'injonction de rentabilité. Le gouvernement technocratique agite le défaut de paiement comme une menace, alors qu'au fond, c'est son programme. Ce dérèglement fiscal et social atteint peut-être sa limite aujourd'hui. Rappelons que, selon le magazine Challengers, les 500 plus grandes fortunes françaises ont multiplié par 5 le valeur de leur patrimoine entre 2010 et 2021, passant de 8% à 40% de PIB mondial. Nous ne pourrons pas vivre 10 années supplémentaires à ce rythme. Aliénation. La haute performance des machines nous a habitués à un certain niveau de service dans notre quotidien. Nous déléguons de plus en plus de fonctions aux machines, nous acceptons donc toujours plus facilement leur autonomie. Pensez aux correcteurs d'orthographie
d'orthographe de votre traitement de texte ou aux échanges boursiers de Wall Street réalisés en milliardième de seconde, par exemple. Les machines dictent maintenant le tempo de nos activités. Cette aliénation est totale à l'ère digitale. Les guichets physiques sont progressivement remplacés par des guichets numériques. On poinçonnait autrefois, aujourd'hui on scanne des QR codes. Cela détruit le sens des métiers du secteur social et déclenche des démissions en cascade au bénéfice du tout numérique dans une escalade sans fin. Sans contact humain à terme, nous sommes en train de créer une dépendance totale au digital pour les soins et les services sociaux de base. Notre société, notamment urbaine, ne pourra plus fonctionner sans Internet pour ses besoins primaires. Le wireless qui devait nous libérer est bientôt, bien plus tôt, un Wi-Fi à la patte. Finalement, cette aliénation s'est étendue à nos sens. Happé par le numérique, la relation à notre milieu s'exerce désormais via les écrans. Le mot du penseur technocritique, Ivan Illich, résonne toujours dans l'âge du show. L'œil devient dépendant de l'interface plutôt que de l'imagination. La performance des machines a atrophié notre relation à notre habitat de façon plurielle. Technocratie. Dans ce monde de la performance triomphante, l'efficacité est devenue un projet politique en soi. La technocratie, inutile d'aller chercher les exemples du crédit social en Chine, où la fiabilité des citoyens est maintenant notée par une machine. Restons en France, où l'injonction d'efficacité est devenue reine, où gouverne par ordonnance pour faire passer des lois d'accélération, par exemple pour le nucléaire, en évitant les atermoiements du vote grâce aux articles 47.1 ou 49.3 de la Constitution. Pour justifier ces raccourcis, le gouvernement brandit robotiquement l'exigence d'efficacité. Avec cette croyance dans un progrès guidé par la main invisible de la performance, nous nous transformons proactivement en machine, y compris en politique, sous couvert d'une impérieuse nécessité d'efficacité. Heureusement, la résistance du peuple bat encore ce dogme en brèche et montre les limites opérationnelles de la performance d'inspiration technique en démocratie. Guerre. La performance est-elle synonyme de paix? Georges Bataille, dans La part maudite, relève au contraire que ce sont les pays riches qui font la guerre. Les pays pauvres n'en ont tout simplement pas les moyens. Quand des pays pauvres sont en guerre, en général un pays riche sponsorise l'effort de guerre indirectement. Augmenter l'efficacité et l'efficience pour des gains financiers, c'est surtout prendre de nouveaux risques géopolitiques. Si la performance nourrit la guerre est aussi réciproquement le carburant de la performance. Quand faisons-nous les gains les plus importants d'efficacité pendant les guerres? En effet, la motivation combinée à l'urgence d'un ennemi à battre libère toutes les énergies et surtout tous les budgets. Ce quoi qu'il en coûte aboutit aux innovations les plus disruptives. Le développement de l'aviation civile issue de l'aviation militaire, la généralisation de l'usage des engrais azotés de synthèse, initiation issue du procédé de Haber pour faire des explosifs, la mondialisation par porte-containers initiée lors de la guerre du Vietnam, l'ordinateur issu du projet Manhattan pour construire la bombe atomique, Internet stimulé par la défense américaine, le management horizontal de l'initiative et de l'autonomie, si cher aux nazis, comme l'a relevé Johann Caputo dans Libre d'obéir, etc. Les périodes de conflit catalysent toujours fortement les gains de performance. La guerre est donc bien à la fois un produit et une cause des gains de performance dans un engrenage sans fin. Destruction des écosystèmes. Pour terminer l'essentiel, nos gains de performance ont un coût caché. Et la dette accumulée, longtemps restée invisible, se manifeste désormais au grand jour dans les écosystèmes. Notre performance alimente une guerre contre la nature. Nous avons optimisé notre environnement pour le mettre au service de nos demandes et non de nos besoins. En retour, nous
contractons une dette envers notre milieu. Aujourd'hui, les pénuries s'étendent des ressources non renouvelables aux ressources renouvelables, le bois ou l'eau par exemple. Plus nous fragilisons les écosystèmes et plus nous découvrons les services essentiels qu'ils nous fournissent. Alimentation, biomatériaux, médicaments, capacité à filtrer l'eau et l'air, régénération des sols, décomposition des déchets, protection contre les crues, stockage de l'eau, etc. Tous ces services nécessitent un haut niveau de biodiversité. Alors que nous vivons les prémices de la sixième extinction de masse, avec déjà 30 à 40% des espèces menacées de disparition, certains de ces services ont disparu. Par exemple, les sols de l'agriculture intensive sont bien souvent mal en point. Ils ne régénèrent plus leur fertilité, ils ne préservent plus leur hygrométrie, ils ne captent plus le CO2 sous forme de matière organique. Irrigation et engrais deviennent dès lors indispensables pour compenser la perte de ces services, aggravant encore l'agonie des sols. En seulement 200 ans, et surtout depuis 1950, notre performance a créé des conditions telles que la fin de la viabilité de l'humanité sur de grandes régions de la Terre est maintenant au menu des discussions scientifiques. C'est l'objet des frontières planétaires qui, une fois dépassées, ne garantissent plus la capacité des humains à survivre. La question socio-écologique est devenue existentielle. Cette dynamique est tout à fait extraordinaire. Jamais dans l'histoire de notre planète, un basculement ne s'était produit à une telle vitesse. En 30 ans, 80% des insectes auraient disparu en Europe. Même la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années, ne s'est pas réalisée à un rythme si effréné. Inutile de poursuivre ce constat, la littérature est abondante et parfois, elle aussi, contre-productive, entre plaisirs négatifs, des collapsologue et appelle à la démobilisation des défaitistes. Il est plus que temps d'avoir un regard objectif sur notre monde et d'y répondre par une approche pragmatique et constructive. La rationalité est devenue irrationnelle. Habiter ce monde sans questionner la performance serait une folie. Les... Oh, on se calme. Les impasses du développement durable. Face à la troublante évolution des enjeux socio-écologiques, une première grande initiative globale a émergé. Le développement durable, s'il existe des projets bien pensés dans ce cadre, d'autres, les plus nombreux, sont très contre-productifs. Penser au tout électrique, censé réduire l'utilisation des énergies fossiles, mais qui demande des extractions minières de métaux rares extrêmement énergivores, génératrices de pollution plurielle et destruction d'habitats et de biodiversité, le développement durable se réduit trop souvent à une bonne conscience écologique. En écho à l'oxymore d'une croissance verte, le huitième objectif du développement durable promet de même explicitement la croissance économique, une aberration évidente dans un monde en dette écologique et dont l'économie se contractera inévitablement. Fractionner les 17 objectifs du développement durable valide enfin une pensée en silo, où la compétition entre cibles à atteindre l'emporte sur une vision systémique des solutions envisagées. Face aux limites du développement durable et dans un monde faisant face à des pénuries, une autre voie existe. Comme le dit Denis Meadows fréquemment, il y a deux façons de réagir à une déficience perçue. L'une consiste à s'efforcer d'obtenir plus, l'autre à se satisfaire de moins. Cette dernière est la voie de la sobriété, une réponse de bon sens dans un monde sur une trajectoire de contraction économique. Mais est-ce suffisant? Et surtout, est-ce opérationnel? Comme le dit l'historien Pierre Cornu dans un cours public, si la croissance économique peut s'apparenter à l'expansion d'un grain de maïs en pop-corn, la décroissance ne va pas convertir le pop-corn en grain de maïs. Quand la frugalité se limite à une augmentation déficiente, énergétique par exemple, elle se confond avec la productivité. Les effets rebonds, la loi de Goodhart et tous les
externalités négatives socio-écologiques de la performance s'inviteront inévitablement et ne conduiront pas nécessairement à une réduction de nos impacts. Par ailleurs, s'il est évident qu'une sobriété forte devra s'imposer d'abord aux plus riches via le retour d'une justice fiscale puissante, on ne peut pas baser un modèle de société seulement sur ou plutôt contre les bourgeois fortunés. Dit autrement, le retour d'un impôt réellement progressif n'est qu'un canadair face au méga-feu social. Ce n'est pas suffisant pour construire une trajectoire durable et engageante. La revanche, dans sa forme radicale, pourrait même s'apparenter à une autre forme de performance. Délétère socialement à terme, la révolution à venir est bien plus profonde qu'une réforme fiscale. Il va falloir embarquer tous les citoyens dans un monde contraire, basculer du toujours plus vers moins mais mieux. La question est plutôt, quel levier ce monde d'après peut-il utiliser pour mobiliser? Ni le développement durable ni la sobriété ne questionnent frontalement l'injonction de performance. Pire, ils peuvent continuer à la légitimer ou à la décliner sous d'autres formes. Le contrôle, l'optimisation, l'efficience. Si les concepts de durabilité et de sobriété sont bien alignés dans un monde qui a dépassé les limites planétaires, ce ne sont pas nécessairement des leviers opérationnels. Alors, face à l'urgence, évitons le raccourci, faisons un détour. L'adaptation, un futur obsolète. De tous les rapports scientifiques du GIEC et de l'IPBES ou de l'UICN, il ne faut retenir qu'un mot, fluctuation. Notre climat déréglé sort de la moyenne et même de l'écart type. Par exemple, en 2022, un pays entier, le Pakistan, se transforme en fleuve suite à des inondations géantes avec des millions de déplacés et des dizaines de milliers d'écoles touchées. Les valeurs extrêmes, aberrantes et donc par définition très rares deviennent la norme. Bienvenue dans le monde fluctuant. Cette nouvelle donne à une profondeur historique majeure. Nous sommes finalement arrivés au terme du néolithique. En effet, il y a près de 10 000 ans, à l'issue de la dernière glaciation, nous inventions l'agriculture, la domestication, l'élevage et la sédentarisation. Profitant d'une période anormalement longue de stabilité climatique, les humains ont voulu contrôler leur milieu. Cette trajectoire s'est globalisée à la Renaissance, les plantations, décuplée lors de la révolution industrielle, la mécanisation, et précipitée depuis 1950, ce que le géochimiste Will Stephen appelle la grande accélération. Nous avons forcé la nature. Le mot néolithique, âge de la pierre polie, illustre d'ailleurs parfaitement la place donnée à l'optimisation et à l'ingénierie pour le contrôle de notre milieu. Aujourd'hui, la nature menacée devient menaçante. Notre développement futur ne dépend plus de notre performance individuelle ou collective, il dépend surtout de la trajectoire d'une planète que nous avons si laborieusement aménagée. Or, si nous nous préoccupons des changements globaux, les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. Inutile de penser contrôler des processus de dimension tellurique dans les décennies à venir. Il va plutôt falloir apprendre à vivre en perdant le contrôle, en lâchant prise. Nous quittons donc le néolithique. Dans ce monde-là, la performance sort nécessairement de l'équation. En effet, l'efficacité et efficience sont les instruments d'une optimisation qui nous enferrent dans une voie étriquée et donc inadéquate si tout change tout le temps. C'est aussi le monde périmé de l'adaptation où nous prétendions connaître l'avenir dans un monde devenu très fluctuant, cette hypothèse est surtout arrogante. Notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. S'adapter ne sert à rien dans un monde fluctuant. C'est même une impasse qui ne construit que des futurs obsolètes, par définition. Dans un monde turbulent,
il nous faudra basculer de l'adaptation vers l'adaptabilité. Si ces mots se ressemblent, ils demandent pourtant des compétences inverses. Dans le cas de l'adaptation, il faut renforcer ses points forts, optimiser les solutions pour être mieux à même d'atteindre l'objectif prévu et le plus vite possible. Dans les cas de l'adaptabilité, il faut au contraire se construire sur ses multiples points faibles, c'est-à-dire profiter du jeu dans les rouages pour augmenter les marges de manœuvre, créer des nombreux liens et finalement nourrir la diversité des solutions afin de faire face à un monde imprévisible. Ces deux voies s'excluent l'une l'autre. On ne peut pas être à la fois très et très adaptable. Quand on est très adapté, c'est nécessairement spécialisé. Les investissements pour aller dans la voie choisie ayant un coût élevé, on a dû renoncer à certaines compétences jugées inutiles. Au contraire, quand on est très adaptable, on ne peut pas aller très vite parce que de nombreuses ressources sont utilisées pour maintenir des compétences inutiles à court terme mais potentiellement utilisées à plus long terme. Ces deux options, adaptation et adaptabilité, sont pertinentes en fonction du milieu dans lequel elles se développent. Le monde stable appelle l'adaptation, le monde instable l'adaptabilité. Encore une fois, si l'on prend sérieusement en compte les avertissements de tous les rapports scientifiques sur l'état socio-écologique du monde et les signaux faibles d'un environnement déjà fortement déréglé, alors il va falloir passer de l'adaptation à l'adaptabilité par pur pragmatisme. Et, comme on va le voir, sans aucune nostalgie. Le jeu de clés du vivant. Qui d'autre que les êtres vivants pour nous aider à basculer vers l'adaptabilité? Comme le dit le mathématicien et inspirateur de la décroissance Nicolas Georgescu Roegen, la biologie nous révèle la vraie nature du processus économique. Sans béatitude donc, il s'agit d'inventer une trajectoire pragmatique, prenant acte du monde fluctuant, et dont le vivant, expert des turbulences, possède et partage certaines clés. Le vivant n'a pas servi de modèle pour nos sociétés, c'est plutôt le fonctionnement de nos sociétés qui a biaisé nos visions du vivant. En particulier, le modèle d'optimisation industrielle a été plaqué sur les vivants au XIXe siècle. Certains pans de biomimétisme continuent sur cette voie en distinguant certaines innovations naturelles hyper performantes, comme l'hydrodynamisme remarquable des écailles striées de la peau de requin. En regardant certains documentaires animaliers, nous pourrions aussi avoir l'impression que le vivant est un champ de bataille au service d'une compétition très féroce. Une lecture biaisée de l'origine des espèces de Darwin pourrait enfin confirmer cette impression. Seuls les plus forts seraient sélectionnés au cours de l'évolution. Alors le vivant nous montre-t-il vraiment un autre chemin ou nous conforte-t-il dans la voie de la performance? L'idée du vivant performant peut avoir une part de vérité dans une pensée réductionniste où certains mécanismes biologiques sont isolés de leur contexte. Elle est totalement fausse quand on considère les systèmes vivants dans leur ensemble. Pire, cette fable du vivant efficace, efficient et sélectionné pour sa performance nourrit une pensée toxique pour notre société, dont le darwinisme social est l'emblème. Penser le vivant comme un système optimisé en dit long sur nos obsessions de l'efficacité, mais ne dit rien du vivant. Alors disons-le très clairement, le vivant n'est pas performant, il n'est ni efficace, il n'a pas d'objectif, ni efficient, il gâche énormément d'énergie et de ressources. Darwin lui-même disait que si sont sélectionnés au cours de l'évolution les êtres avec des caractères satisfaisants, autant dire qu'un 10 sur 20 mentions passables est bien suffisant pour traverser les millions d'années. On est loin de la sélection du plus adapté. Ce réexamen du vivant, riche de ses nombreuses contre-performances, est consolidé par une révolution récente en biologie. L'approche intégrative et systémique, cela mérite un autre détour. Le vivant, un système robuste.
Que trouve-t-on dans les réseaux des écosystèmes, les réseaux de neurones ou les réseaux génétiques? De façon massive et prévalente, de l'hétérogénéité, des processus aléatoires, des lenteurs, des délais, des redondances, des incohérences, des erreurs et de l'inachèvement, le vivant héberge surtout une myriade de contre-performances à toutes les échelles, de la molécule à l'écosystème. Pensez à la photosynthèse, qui permet de convertir le CO2 en fibre de carbone pour construire les plantes et nourrir la quasi-totalité des écosystèmes terrestres. Ce processus, qui est apparu il y a 3,8 milliards d'années, affiche un rendement en général inférieur à 1%. Dit autrement, les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. On est bien loin des panneaux solaires et de leur rendement autour de 15%. Aucune trace d'optimisation en 3,8 milliards d'années. Voilà qui devrait nous interroger. Si on descend la chaîne alimentaire, les animaux herbivores gâchent 90% de l'énergie fournie par les plantes consommées et les animaux carnivores gaspillent de nouveau 90% de l'énergie fournie par les animaux consommés. La chaîne alimentaire est avant tout une chaîne du gâchis, un carnage de ressources énergétiques. Aujourd'hui, nous savons que ce gaspillage est absolument nécessaire à la photosynthèse pour gérer les fluctuations lumineuses et biologiques. Et de même, l'énergie dilapidée le long de la chaîne alimentaire permet aux services écosystémiques de fonctionner, notamment pour amortir les fluctuations environnementales. Pensez par exemple aux décomposeurs du sol qui ont besoin de cet excès de biomasse pour maintenir la fertilité et l'hygrométrie des sols. Si la photosynthèse était optimisée, les plantes ne seraient plus capables de gérer les fluctuations lumineuses et les sols ne seraient plus capables de gérer les fluctuations de fertilité et de sécheresse. L'optimisation peut avoir du sens quand les contraintes sont connues et prévisibles. Dans le cas contraire, il faut éviter l'optimisation totalement. Une autre illustration plus simple est celle de la température corporelle. La plupart de nos enzymes sont à leur optimum d'activité à une température de 40 degrés Celsius. Les 3 degrés de différence qui les séparent de la température de croisière sont énormes. Certaines enzymes sont 1 million de fois plus actives à 40 degrés qu'à 37 degrés. En temps normal, notre corps fonctionne donc de façon satisfaisante, ni plus ni moins. À 40 degrés, la fièvre est là. Et notre métabolisme, notamment notre système immunitaire, est extrêmement performant. Dès lors, on comprend bien l'intérêt d'être sous-optimal en temps normal. De grandes marges de manœuvre nous permettent de gérer une fluctuation imprévisible. L'arrivée d'un pathogène avec la fièvre, on voit aussi que la performance n'est pas exclue, elle est plutôt autorisée, sur dérogation, pourrait-on ajouter. En effet, la fièvre doit rester transitoire. Une température de 40 degrés Celsius, au-delà de 3 jours, dénature les protéines et conduit à la mort. Chez les vivants, la performance, c'est surtout le risque d'un burn-out moléculaire. Finalement, les êtres vivants ne sont pas sélectionnés sur leur niveau de performance, ils sont d'abord sélectionnés sur leur niveau de robustesse, c'est-à-dire la capacité de se maintenir stable sur le court terme et viable sur le long terme, malgré les fluctuations. Dit autrement, vivre, c'est d'abord résister. Les êtres vivants ont développé des marges de manœuvre très importantes pour ne pas tomber en réponse au caractère fondamentalement imprévisible de leur milieu. Il s'agit de viser ni le maximum, ni même l'optimum, mais d'être sous-optimal pour pouvoir parer aux aléas. La performance, définie comme la somme de l'efficacité et de l'efficience, réduit le champ des possibilités en limitant les options, par essence. Elle requiert un environnement parfaitement prévisible pour se construire et se justifier. La robustesse, au contraire, ouvre les possibilités en multipliant les options. Elle crée des chemins alternatifs dans un environnement imprévisible. Comme pour l'opposition entre adaptation et adaptabilité, il est physiquement impossible d'être à la fois très performant et très robuste. Une fois cette donnée prise en compte, c'est à nous de choisir comment habiter le monde, sinon c'est le monde qui le fera pour nous.
habiter le monde fluctuant. L'hypothèse cachée de la plupart des projets que nous élaborons de centrales nucléaires ou éoliennes géantes offshore est un monde stable, en abondance de ressources et en paix. Alors que nous entrons dans le monde fluctuant, cette hypothèse héritée du monde performant n'est plus vérifiée. La robustesse comme réponse opérationnelle aux fluctuations sociales, financières, sanitaires, écologiques, énergétiques ou géopolitiques va définir l'ère qui s'ouvre. Il s'agit d'une révolution copernicienne. Depuis le néolithique, le progrès de l'humanité a été guidé par les grains de performance d'abord. La suroptimisation qui en découle a fragilisé les sociétés humaines et les écosystèmes du manifeste altermondialiste No Logo de Naomi Klein jusqu'aux pénuries plus anecdotiques de moutarde en France parce que la sécheresse s'abat sur le Canada en 2021, la mondialisation se révèle être un château de cartes. À l'avenir, le progrès de l'humanité sera nécessairement guidé par des grains de robustesse comme contre l'optimisation. Comment nommer cette nouvelle époque? Après le néolithique, l'ère de la pierre polie optimisée. Nous entrons peut-être dans l'ère de la pierre rugueuse, bricolée, hétérogène et polyvalente. Ou peut-être plutôt dans le néophytique. Tant nos outils à venir vont surtout dépendre de la bioéconomie circulaire et donc de notre seule ressource renouvelable et massive, les plantes, phyto en grec ancien. Ce nouveau lien au végétal, si imprévisible et arborescent, est d'ailleurs aussi bien matériel qu'immatériel. La robustesse construite sur une forme de sous-optimalité pourrait nous aider à nous réenraciner sur Terre. Après 10 000 ans de performance en auto-justification, les habitants du monde fluctuant seront donc des néophytes à double titre. La robustesse avant la sobriété. J'avais trop soif, vous avez le droit à une petite pause. Par quoi faut-il commencer? On parle de la robustesse avant la société. Donc la robustesse ou la sobriété? Placer l'injonction de sobriété avant celle de la robustesse pourrait conduire à des effets rebonds et d'autres externalités négatives. C'est déjà le cas quand on pense aux SUV électriques ou à la culture du palmier à l'huile qui était censé réduire la consommation d'énergie fossile grâce au tout énergie électrique et à la production de biocarburants, respectivement. Comme on l'a vu, la sobriété peut aussi souffrir d'un biais réductionniste si elle se limite à de l'efficience. Par ailleurs, le moins de biens, plus de liens des adeptes de la décroissance ne donne pas de critères clairs pour guider le choix des liens à tisser. Donner le primate à la robustesse, construire contre la performance par essence, permet non seulement d'habiter le monde fluctuant qui vient, mais garantit aussi au projet de développement durable, de sobriété ou de décroissance, de ne pas tomber dans le piège du solutionnisme performant. Nous ne manquons pas de solutions, nous avons surtout accès à trop de solutions contre-productives. Notre première mission n'est pas d'en ajouter, mais bien plutôt de les passer au crible. La robustesse est le premier filtre pour sélectionner les solutions les plus pertinentes dans un monde fluctuant. Mieux, elle fait passer la sobriété d'une contrainte d'entrée peu mobilisatrice à un produit de sortie fiable. Par ailleurs, proposer à une personne démunie d'être sobre et indigne, lui ouvrir la voie de la robustesse est nettement plus pertinent. Le primat donné à la robustesse est pragmatique. Faire face à un monde fluctuant, opérationnel, faire émerger la sobriété et la durabilité est plus engageant. Répondre à la volonté de durer plutôt que la nécessité de réduire. Le basculement vers la robustesse n'est enfin pas vraiment négociable.
Dans un monde fluctuant, nous n'aurons pas le choix. Et c'est une excellente nouvelle. Nous quittons l'époque du burn-out, des humains contre des écosystèmes, pour entrer dans le monde du respect, de notre tempo, de notre ontologie, de nos liens. Nous quittons l'époque de l'optimisation dominante produite sur la pauvreté des interactions pour entrer dans la société de la robustesse fondée sur la richesse et la diversité des liens. Dans un monde en basculement socio-écologique, la robustesse construite contre la performance nous invite à une inversion totale de nos modèles sociaux, économiques et culturels, dans tous les secteurs. Explorons ce monde à l'envers. Trouvez les questions d'abord. Bien souvent, dans le monde de la performance, nous apportons la meilleure réponse à la mauvaise question. Les maladresses du tout électrique ou du tout numérique, déjà évoquées, permettent de l'illustrer facilement. Donner le primate à l'efficacité empêche la perplexité, qui est pourtant le début de la connaissance. Khalil Gibran. Dans le monde de la robustesse, nous passerons plus de temps à définir des réponses. Les problèmes identifiés devront d'abord passer un stress test. Comme le disait Albert Einstein, si jamais 1 heure pour résoudre un problème, je passerai 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. Comment faire ? Face à l'urgence, la tentation du pouvoir serait de dire assez parlé, il faut agir puisque parler ne sert plus à rien. En réponse, comme le dit le psychologue Jacques Variangien, c'est justement de cela qu'il faut parler. Dans le monde de la performance, on va trop vite vers la solution sans se remettre en cause la pertinence des questions. Obnubilé par le contrôle, on a même peur de ce que ses propres paroles ouvertes pourraient révéler de soi aux autres. Au contraire, l'acte de parler est essentiel pour se penser, la verbalisation laissant échapper des vérités ou des intuitions qui, sinon, resteraient diffuses, enfouies, refoulées ou encore biaisées par des clichés et des automatismes. Parler, pour parler, a donc un rôle essentiel. Réorganiser ses pensées. Ce temps perdu, cette contre-performance revient à un prérequis indispensable avant de décider dans le monde de la robustesse. Ayant compris que notre cerveau veut aller trop vite vers la solution, quelle méthode peut-on imaginer pour le ralentir ? Lorsque nous résolvons des problèmes, nous employons la méthode scientifique. Observation, raisonnement, conclusion. Si cette méthode permet bien d'apporter des réponses, elle présente le risque, après plusieurs cycles de raisonnement, d'oublier la question de départ. Quand le GIEC cherche à préciser l'incertitude du monde fluctuant à venir, on pourrait dire qu'il ne répond plus à une question pertinente, puisqu'un monde incertain est incertain. Une question nettement plus pertinente serait d'évaluer la robustesse des différents projets du développement durable dans ce monde incertain. La démarche artistique, observation, raisonnement, question, répond aux limites de la démarche scientifique. L'artiste observe et est touché. C'est son rôle de paratonnerre. En réponse, il fabrique l'œuvre d'art. Et à force de travail, il identifie son obsession, et donc sa question. Pensez par exemple à l'artiste pionnière du land art Agnès Dénès, qui cultive une parcelle de blé à 2 rues de Wall Street. Westfield à Confrontation 1982. Comme le dit comme le dit Pierre Soulages, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Les artistes sont avant tout des fabricants de questions. En alliant démarche scientifique et artistique, une approche plus lente par nature, nous faisons passer un test de robustesse à nos questions. Un prérequis indispensable. Après avoir passé plus de temps sur les questions, les réponses s'inversent également. Commençons par le fondement de notre civilisation, l'agriculture. Produire pour nourrir les écosystèmes. C'est le dernier point de ce texte. Dans le monde stable de la performance,
Nous exploitions les écosystèmes pour augmenter les rendements agricoles. Cette stratégie s'est couronnée de succès si l'on ne considère que la réduction extraordinaire des famines au cours des dernières décennies. Mais elle a aussi généré des dégradations plurielles, effondrement de la biodiversité naturelle et cultivée, pollution, nitrates et pesticides notamment, imperméabilisation et désertification des sols, dépendance. Et il n'y a pas la suite. Oh, ça se finit vraiment bizarrement. Voilà. Combien de temps? 45 minutes. Waouh.